Alors bonjour, je vois que Jenny et Rachel sont connectées. Est-ce que vous pourriez simplement m'écrire un petit message pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez correctement? Je suis simplement, on est un petit peu en retard, mais je suis simplement en train d'attendre que tout le monde, tous les participants se connectent pour pouvoir assister. Ok, super. Merci Rachel qui me dit donc qu'elle me voit bien. Jenny est en train d'écrire. J'attends ta réponse et puis on attend encore quelques instants que tout le monde se connecte avant de pouvoir commencer ce webinaire consacré donc aux astuces et aux conseils qui peuvent vous aider à réussir et à valider votre semestre beaucoup plus facilement. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je t'ai eu, Jenny, au téléphone. Rachel, je ne pense pas t'avoir eu au téléphone directement. Je sais que tu es abonnée au site. Simplement pour me présenter, puisque tu ne me connais pas forcément, je suis docteur en droit public et je suis également enseignante en faculté de droit à Lille depuis maintenant 7 ans. J'ai donné depuis de nombreuses années des travaux dirigés en droit administratif, en droit constitutionnel, mais également dans beaucoup d'autres matières. Maintenant, je donne essentiellement des cours magistraux, notamment en Master 1, mais également dans d'autres spécialités. J'ai également une autre casquette puisque je suis également déléguée du défenseur des droits à Roubaix. Donc ça, c'est pour l'aspect pratique. Je fais des médiations tout simplement avec l'administration afin de permettre en fait d'éviter des procès lorsque cela est possible pour les administrés et pour l'administration. Voilà un petit peu quelles sont aujourd'hui mes fonctions. Tout ça pour vous dire que j'ai créé le site lordoflow.fr pour vous permettre de mettre à disposition des outils un peu différents de ce qu'on peut trouver actuellement sur Internet, des outils qui me semblent être parfaitement utiles, très utiles même pour vos études, pour véritablement rendre les choses beaucoup plus simples d'accès, beaucoup plus faciles en termes de compréhension. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous consacrer du temps. Sachez qu'il y aura d'autres webinaires qui sont envisagés. Il y en a un qui est envisagé vendredi pour vous permettre de connaître un petit peu plus, d'approfondir un petit peu plus les bases du droit constitutionnel. Donc, c'est à la fois en termes de révision et également, merci Jenny qui me dit que les fiches et les exercices sont très utiles. Je suis ravie de le savoir parce que vraiment, on se donne à fond pour que ça fonctionne et que ce soit utile pour vous. Donc, je suis vraiment très très contente de le savoir que ça marche pour toi. Donc, je disais que vendredi, il y a un webinaire à 15h, donc en live comme aujourd'hui, qui aura lieu. Il suffit de s'inscrire également sur le site internet. La petite nouveauté, c'est qu'on est en train de mettre en place des webinaires qui auront lieu directement sur le site internet et non plus en passant par des liens externes. Donc, ça va être un petit peu plus facile pour vous maintenant de participer au webinaire puisqu'ils seront directement sur la plateforme lordoflow.fr. Alors, de fait, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous consacrer du temps pour vous donner un petit peu des astuces et des clés pour réussir plus facilement. Ça me semble être absolument indispensable. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que de nombreux étudiants, et peut-être que c'est votre cas également, passent énormément de temps à travailler le droit. J'estime, ce matin on a eu un premier webinaire sur cette question, j'estime que vous êtes trop nombreux d'ailleurs à passer entre 35 et 60 heures pour les plus acharnés d'entre vous à bosser vos études de droit toutes les semaines. Alors vous m'arrêtez si c'est pas votre cas, sinon vous, puisqu'on n'est pas nombreux aujourd'hui, à combien de temps vous estimez toutes les semaines travailler, passer du temps pour réviser à peu près? Entre les cours magistraux auxquels vous participez, la préparation des TD, le fait tout simplement de réviser, de s'entraîner, de rédiger les dissertations, les commentaires d'arrêt, vous estimez ça à peu près à combien de temps par semaine? Je sais que ça varie évidemment entre les personnes, il n'y a pas un temps précis, mais bon, on peut trouver une fourchette qui me semble être le premier postulat. À votre avis, vous passez combien de temps par semaine à bosser des études de droit? J'attends vos réponses avant de continuer. C'est simplement des petites stats qui me sont utiles et qui souvent me font sourire parce que vraiment, c'est généralement beaucoup trop d'heures. Alors, Jenny qui nous répond, qui nous dit étant à distance, oui, c'est très utile pour moi, j'ai vraiment du mal à m'organiser. Si c'est mon cas,
beaucoup trop d'heures de travail, à peu près 35 à 40 heures. Vous voyez, voilà, Jenny typiquement est dans la moyenne, 35 heures. C'est quand même énorme quand on envisage ça sous un angle de boulot, puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a des étudiants qui cumulent cela avec un emploi à titre professionnel. Donc, c'est quand même énorme de passer entre 35 et 40 heures à travailler. J'ai moi-même été étudiante avant d'être enseignante et docteur. Je vous avoue que je n'ai, pour être très honnête, jamais passé 35 heures à travailler mes études de droit. Alors, non pas parce que je suis paresseuse, mais tout simplement parce que j'ai des priorités et que mon cerveau est fait comme cela. Je ne peux pas travailler autant, bûcher autant. Et donc, j'ai dû tout simplement mettre en place des astuces pour réussir, malgré finalement le fait en évitant de passer autant d'heures à travailler toutes les semaines. Bien. Alors, concrètement, la première astuce que je vais vous donner ici, elle concerne les cours magistraux, parce que en donnant des cours magistraux, je me suis rendu compte que il y avait un réel problème sur la prise de notes. Alors Jenny, ça va pas forcément te concerner directement, mais ça va peut-être concerner les autres, donc je vais quand même vous donner cette astuce. Je me rends compte en fait de plus en plus que de nombreux étudiants participent aux cours magistraux de façon très assidue. Et le problème, c'est que je ne vois quasiment plus les têtes de mes étudiants. C'est très dommage, tout simplement parce que c'est pas de leur faute, c'est simplement parce que en fait, vous prenez en note et donc vous baissez les têtes. Résultat des courses, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que vous n'écoutez pas parce que matériellement, le cerveau n'est pas fait pour prendre en note et donc faire plusieurs choses en même temps, prendre en note et véritablement écouter de façon assidue. Et ça, c'est vraiment dommage parce que là, pour le coup, sur une estimation grossière de 15 heures de cours magistral par semaine, eh ben, on se rend compte tout simplement que ces 15 heures de cours que finalement vous n'écoutez pas, vous entendez mais vous n'écoutez pas véritablement parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et donc, à mon sens, ces 3 heures ou 15 heures, 3 heures pour un cours magistral, 3 heures que vous perdez véritablement à faire quelque chose et donc un temps que vous devriez utiliser autrement, d'une façon beaucoup plus judicieuse et qui vous permettrait finalement d'apprendre ou de comprendre de façon plus efficiente. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas assister aux cours magistraux, loin de là mon idée, bien au contraire d'ailleurs. Je suis simplement en train de vous expliquer qu'il va falloir trouver des méthodes qui vous permettent d'assister aux cours magistraux et en même temps de sortir de ces 3 heures, de ces 2 ou 3 heures de cours magistral en ayant déjà compris la moitié au moins des informations qui vous ont été données pendant ces 2 à 3 heures. Comment est-ce que ça doit se passer? Alors concrètement, vous devez impérativement, c'est vraiment très très important, aller en cours magistral. Toutefois, vous devez lever le nez et ne prendre en note que les informations qui sont absolument essentielles. Et quand je dis informations essentielles, eh bien, il s'agit essentiellement du plan. Il s'agit également des informations, et vous devez vous en rendre compte si vous écoutez attentivement le professeur, qui sont répétées à plusieurs reprises pendant le cours. Souvent, un bon professeur, il ne va pas comme ça, de but en blanc, vous balancer des informations sans les répéter. Généralement, les informations importantes sont répétées 2 à 3 fois par un enseignant, histoire que tout simplement, on ait le temps de les noter. Finalement, vous allez vous rendre compte qu'avec ça, vous allez sortir évidemment avec un cours qui va être beaucoup moins important en termes de pages, mais en même temps, un cours que vous aurez déjà à moitié assimilé. Et de fait, ça va être beaucoup plus facile de finalement gagner un temps précieux. Concrètement, en parallèle de ça, pour ne pas manquer des informations qui sont tout aussi précieuses et que vous n'aurez pas le temps de prendre en note parce que à la place d'écrire, vous allez écouter l'enseignant, vous allez devoir faire en parallèle 2 autres choses. Vous allez devoir d'abord enregistrer votre enseignant. Alors ça se fait de plus en plus, mais je vois que c'est quelque chose quand même qui est encore assez rare. Et je suis assez surprise que dans un amphi qui compte 500 étudiants, je n'en vois généralement qu'une trentaine à quarantaine qui utilisent le dictaphone. Le dictaphone est un outil merveilleux qu'il faut impérativement que vous utilisiez à la fois en cours magistral, également en TD et
également pour vous lorsque vous révisez et que finalement vous pouvez tout simplement utiliser ce dictaphone pour vous répéter des choses que ensuite vous allez réécouter. Je vous expliquerai tout à l'heure comment concrètement on va utiliser un dictaphone en cours magistral, en TD et pour le reste en dehors lors de la préparation de ces TD ou lorsque tout simplement vous apprenez votre cours, parce qu'à mon sens c'est même vraiment là que c'est le plus utile. Concrètement, donc il faudra demander l'autorisation évidemment à votre enseignant si c'est possible, mais généralement ça ne pose absolument aucune difficulté pour lui. Bien au contraire, je pense qu'il sera très heureux de savoir que ça vous intéresse de l'enregistrer. Et en parallèle de ça, parce que vous allez passer 3 heures à écouter un enseignant, il faut, et ça c'est impératif, que vous preniez en note tout ce que vous ne comprenez pas. En fait, vous prenez en note énormément d'informations, mais qui ne sont pas forcément essentielles. Résultat des courses, lorsque vous relisez votre cours, vous ne comprenez pas forcément tout et surtout, vous n'arrivez pas finalement à vous focaliser sur ce qui est véritablement important. De fait, il faut impérativement que vous notiez ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que cela va vous être utile pour 2 choses. D'abord, vous pouvez aller, si vous n'êtes pas abonné au site L'Heure de Flow, vous pouvez aller tout simplement voir votre chargé de TD avec votre liste de questions. Et si vous avez un bon chargé de TD, il se fera également un plaisir de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Ensuite, si vous êtes abonné à L'Heure de Flow, vous pouvez tout simplement, avec votre liste de questions, me contacter directement sur le site et je me ferai évidemment un très grand plaisir de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Il ne faut impérativement pas hésiter à me poser des questions. Moi, je ne sais pas forcément de quoi vous avez besoin. Par contre, si vous venez vers moi pour que je vous explique des points de droit que vous n'avez absolument pas compris, je serai là vraiment avec un grand plaisir. C'est vraiment mon métier. Moi, mon objectif, c'est que vous compreniez et surtout pas que vous appreniez les choses par cœur. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Vous allez voir que si vous mettez ça en place de façon hebdomadaire, voire quotidienne, eh bien, vous allez réussir véritablement à gagner un temps précieux parce que vous allez sortir de votre cours magistral avec déjà de nombreuses informations que vous aurez comprises et également d'autres informations que vous n'aurez pas comprises. Et ce sera là votre boulot que d'aller chercher les réponses à vos questions en venant voir ou tout simplement en allant voir votre chargé de TD. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je vois que certains veulent écrire des choses et puis finalement décident de ne pas me l'envoyer. N'hésitez surtout pas, je suis là pour cela. Je vois également qu'on a un nouvel utilisateur connecté, Natalia. Bienvenue Natalia, j'espère que tu comprends ce dont il s'agit, vu que tu prends les choses en cours de route. Je suis donc en train d'expliquer, de donner des astuces et des conseils de nature à vous permettre de réussir plus facilement. Et donc là, on était en train de parler de la prise de notes en cours magistral, tout simplement parce que vraiment, sur 10 à 15 heures de cours magistral, vous passez un temps incroyable à prendre en note et puis ensuite, c'est ça le pire, à vous retrouver avec un cours qui fait entre 30 et 100 pages, ça dépend des professeurs et des matières, et face à ce cours de 30 à 100 pages, eh bien, vous allez vous dire, ah ben mince, quelle est l'information la plus importante? En réalité, vous allez devoir tout reprendre une seconde fois, tout relire une seconde fois, sans cette fois-ci avoir les informations de l'enseignant au cours magistral. Donc, c'est vraiment, vraiment très dommage que de faire cela. C'est vraiment dommage de bosser sur des cours qui font des centaines de pages. Il n'y a rien de pire pour la motivation, d'abord, parce que on ne sait pas par où commencer. Et effectivement, comme le dit Jenny, on ne sait plus ce qui est important ou pas, alors que si vous écoutez votre enseignant, l'enseignant va, pendant le cours, réexpliquer des choses plusieurs fois et appuyer généralement sur ce qui lui semble être le plus important. Voilà. Ensuite, deuxième point qui me paraît être essentiel, la question des TD. Alors, vous êtes très nombreux également à consacrer énormément de temps à la préparation des travaux dirigés, des travaux encadrés, ça dépend comment on appelle ça dans les facs, mais grosso modo, c'est à chaque fois la même chose et vous aurez bien compris, je l'espère, à quel point ces travaux dirigés sont d'une importance fondamentale, d'abord parce qu'ils vous permettent chaque semaine de mettre en pratique les choses, d'approfondir certains points et aussi et surtout parce que là, vous êtes
finalement dans des plus petits groupes, généralement entre 30 à 50 personnes dans des TD, ce qui va vous permettre de participer et de vous faire connaître. Alors, il y a un certain nombre de points qu'il faut impérativement que vous sachiez pour les travaux dirigés. Le chargé de TD, c'est une personne au sein d'une faculté qui est absolument essentielle, fondamentale, c'est un des piliers, parce que c'est une des seules personnes, tout simplement, qui vous connaît, si vous allez régulièrement en TD. Encore une fois, Jenny, je pense que tu n'as pas de TD, étant donné que tu travailles à distance, donc ça ne te concerne pas, mais je reviendrai ensuite sur d'autres points qui, eux, te concernent plus spécifiquement. Alors, de fait, le chargé TD, il faut quand même que vous sachiez que c'est une personne qu'on va convoquer, à qui on va demander son avis quant à votre travail, au travail que vous aurez fourni tout au long du semestre. Et pour la petite information que vous ne connaissez pas forcément, sachez que après la correction des contrôles terminaux, donc après la correction de vos copies, va avoir lieu une étape très importante avant qu'on vous rende les notes des examens, qu'on appelle les jurys terminaux. Les jurys terminaux ont lieu donc à chaque fin de semestre. Il y en a donc 2 par année pour les examens, pour la première session, puis ensuite il y en a 2 nouveaux pour les rattrapages. Et à cette occasion, à l'occasion des jurys, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les enseignants, donc l'ensemble des professeurs et des chargés TD, vont être convoqués autour d'une table, vont se réunir, et vont tout simplement reprendre le cas de chacun des étudiants. Et tout simplement, on va à ce moment-là, eh bien, vérifier les notes de l'étudiant, aller voir également, ça il faut quand même que vous le sachiez, aller voir si l'étudiant a été absent ou si à l'inverse il s'est présenté à tous ses examens. Donc un étudiant qui par exemple aurait 9,98 mais qui ne serait pas allé à un examen parce que il était absent et d'ailleurs qui n'a pas justifié son absence, ne sera généralement pas rattrapé, même à 9,98. Donc c'est vraiment très très important d'apparaître comme quelqu'un qui est très sérieux au regard de la passation de ses examens et également, donc j'en parlais, au regard de la préparation de ses TD. De fait, il faut impérativement mettre un point d'honneur, c'est crucial pour votre réussite, à vous faire connaître par vos chargés de TD. Alors, il y a des chargés de TD qui sont plus ou moins sympas, qui sont plus ou moins là parce qu'ils aiment la pédagogie, et donc, c'est vrai qu'en fonction des facs, ou en fonction malheureusement du chargé TD sur lequel vous allez tomber, vous allez avoir plus ou moins de chances de réussite. Ça, malheureusement, c'est le jeu. Ceci étant, il y a quand même des petites choses à mettre en place qui me semblent être fondamentales. Quand vous allez au TD, il faut impérativement, au moins au début et jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que votre chargé TD vous connaisse votre prénom ou votre nom de famille, il faut que vous vous mettiez au premier rang. Je vois trop d'étudiants en fond de classe et véritablement ne pas montrer l'intérêt qu'ils ont pour la matière. Or, je le dis et je le redis parce que j'en suis certaine, le droit n'est intéressant que si on s'y intéresse. Ça signifie que si vous commencez à apprendre et à vous intéresser au droit, vous allez vous rendre compte du nombre de questions absolument gigantesques qui ressortent de cet intérêt et de l'apprentissage des études de droit. Je sais qu'au premier semestre de première année de licence 1, vous avez souvent tendance à considérer que les études de droit sont hyper théoriques, voire même, ça c'est vraiment malheureux, qu'elles ne sont pas forcément faites pour vous, parce que vous vous attendiez à autre chose. Sachez que, évidemment, on est obligé, en tant qu'enseignant, de vous expliquer des choses très théoriques en première année de droit, mais très vite, dès la deuxième année, on va basculer vers des choses beaucoup plus concrètes. Vous allez de plus en plus être amené à faire des commentaires d'arrêt, à faire des cas pratiques, qui sont des choses véritablement hyper concrètes et qui vont vous montrer à quel point le droit est vivant et à quel point le droit est utile et à quel point c'est absolument passionnant. D'accord? Donc, il ne faut pas que vous vous disiez, cette année, j'étudie des choses qui sont trop théoriques, du coup, ça ne m'intéresse pas, je suis peut-être pas fait pour ça. Non, tenez bon, vous allez voir que déjà, dès le second semestre, vous allez rentrer dans le dur, dans des choses hyper concrètes qui vont, à mon avis, j'en suis quasiment certaine, vous intéresser parce qu'on ne peut pas rester insensible à certaines questions fondamentales de la société. Donc, vous allez voir que ça va être de plus en plus intéressant. Et de fait, il faut donc que vous arriviez en TD, que vous vous placiez au premier rang et que vous n'utilisiez pas votre téléphone portable. Je suis désolée, ça fait un peu rabat-joie de dire ça. Pourtant, je suis hyper cool et hyper ouverte.
mais en réalité, vous ne vous imaginez pas à quel point l'apparence est importante pendant les travaux dirigés. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un chargé de TD qui arrive, qui parfois même est nouveau, commence sa première année d'enseignement, et se retrouve avec 40 personnes qui, pendant 1h30, vont regarder leur téléphone portable. Honnêtement, je veux bien que vous sortiez votre téléphone portable, il n'y a pas de souci, mais faites-le une fois, pas deux. C'est vraiment une question de respect pour votre chargé de TD. Vous n'imaginez pas à quel point le respect ou l'intérêt comme ça, l'apparence que vous allez montrer pendant votre TD, même si au fond, vous n'êtes pas encore hyper bon, compte pour la note finale, la note de TD, et également, surtout, pour les jurys. Parce que lorsque on va demander au jury de se réunir, eh bien, on va demander au chargé TD qui vous a eu et qui est censé vous connaître, ce qu'il pense de vous, de l'intérêt que vous avez pour la matière, tout simplement des efforts que vous avez fournis pendant tout un semestre. Donc, c'est vraiment absolument fondamental. Votre pari, il est gagné déjà quasiment pour 30% si votre chargé de TD vous connaît, c'est-à-dire connaît votre nom et ou votre prénom. Là, c'est génial. Vous pouvez vous dire que vous avez bien bossé, que c'est déjà une très, très bonne chose. Ensuite, j'aimerais vous poser une autre question qui est toute simple. Combien de temps passez-vous chaque semaine à préparer seulement vos TD? C'est-à-dire, et là ça te concerne Jenny, quand je dis TD, c'est de façon plus globale également lorsque tu dois rendre une dissertation, un commentaire d'arrêt ou un cas pratique entièrement rédigé. Combien de temps par semaine vous passez simplement à faire cela? J'attends avant de continuer. À combien de temps vous estimez finalement la préparation hebdomadaire des TD en droit cette année? C'est juste pour savoir à quel point vous y consacrez du temps. Est-ce que vous trouvez que c'est le plus dur ou est-ce que, à votre avis, c'est pour vous, c'est ce qui est le plus intéressant? Jenny nous dit, alors Jenny, je sais que tu es très consciencieuse, donc ça ne m'étonne pas de toi. Au début 3 jours, maintenant une journée, donc 8 heures à peu près. Alors, c'est normal au début qu'on passe énormément de temps à préparer son TD, à préparer une dissertation. Quand tu me dis à peu près 8 heures, c'est tout le TD ou c'est juste, par exemple, une dissertation ou un gros exercice comme le commentaire d'arrêt? C'est juste pour en savoir un petit peu plus par rapport à ton organisation. Les autres, n'hésitez pas à participer. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont inscrites. Natalia, Orphée, Juliette, n'hésitez pas à participer pour répondre à mes questions. C'est vraiment très important. Ça va nous permettre de cibler, de mettre en place une méthode de travail qui vous correspond. Alors, tu mets 8 heures, Jenny, donc pour rédiger une dissertation ou un commentaire d'arrêt. Alors, j'imagine que si tu mets 8 heures pour rédiger une dissertation ou un commentaire d'arrêt, je vais revenir à toi ensuite, Rachel, c'est certainement parce que j'imagine que tu vas faire des recherches en plus de ton cours, potentiellement que tu vas sur des sites comme Dalloz, LexisNexis, qui vont te permettre d'avoir accès à de la doctrine, à lire cette doctrine et de fait à approfondir un petit peu ton cours, approfondir un petit peu ton TD. Est-ce que je me trompe, Jenny? Voilà. Donc, je sais que tu es consciencieuse. Honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit hyper judicieux. Passer 8 heures pour rédiger une dissertation, c'est beaucoup trop. Natalia qui me dit merci Natalia de participer. Une dissertation peut me prendre entre 8 et 10 heures, c'est pareil. C'est trop. Alors, je comprends au début que ce soit tentant d'y passer autant de temps, mais objectivement, c'est trop et en plus, ça peut apparaître complètement contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il va bien avoir un moment où vous allez être confronté à un contrôle terminal qui, lui, sera limité dans le temps à une durée qui varie, qui peut aller de 2 à 3 heures, mais généralement, globalement, c'est 3 heures. Et lorsque on fait une dissertation en 8 à 10 heures, et que d'un coup, on est confronté au contrôle terminal qui, lui, est limité dans le temps à 3 heures, eh bien, en réalité, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on est complètement paumé. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Il faut impérativement que lorsque vous préparez un TD, lorsque vous rendez une dissertation, un commentaire d'arrêt, que sais-je, ou un cas pratique, il faut impérativement que vous vous mettiez en condition d'examen, c'est fondamental. Alors, vous pouvez avoir accès à vos cours, vous pouvez aller faire de petites recherches sur Internet, utiliser nos fiches de synthèse de l'Ordre of Law, utiliser les exercices que vous allez retrouver ou les corrections des exercices que vous allez retrouver sur le site, mais ne passez pas 8 heures à faire une dissertation, c'est contre-productif. Sur le coup, ça va
vous rassurer, parce que vous allez réussir à finir cette dissertation, potentiellement même avoir une note plutôt correcte, parce que, évidemment, vous avez consacré énormément de temps à cela, mais ça n'est pas ce qu'on vous demande. Moi, quand je demande à mes étudiants de licence 1, de licence 2, voire même de master 1 en ce qui concerne Rachel, eh bien, je ne veux surtout pas qu'ils y passent entre 8 et 10 heures, parce qu'alors, je considère moi-même que j'ai loupé finalement un petit peu ce que je voulais leur expliquer en termes de méthode. Alors concrètement, maintenant, j'ose espérer que vous allez essayer de vous limiter dans le temps. Jenny nous dit, merci Jenny de participer. Oui, j'ai loupé mes partiels parce que justement, je n'avais que 3 heures et que du coup, à mon avis, ça t'a semblé très très court. Et il peut même arriver dans ce cas-là, un truc dramatique, c'est que potentiellement, tu n'as pas forcément eu le temps de terminer ton devoir. Et s'il vous manque une partie entière dans un devoir, une dissertation ou un commentaire, ou s'il vous manque une sous-partie, alors là, effectivement, ça fait bien plus mal que d'avoir un devoir qui est très très court en termes de fond. Un devoir en 3 heures, pour un devoir en 3 heures, on attend de vous quoi? On attend de vous que vous nous rendiez une copie double, voire une copie double avec un recto, c'est tout. Les étudiants qui me rendent des copies qui font 2, 3 copies doubles, alors déjà, ça met un petit peu en rogne parce que je sais très bien qu'en réalité, ils n'ont pas respecté le jeu et les règles de la limitation dans le temps. Et aussi et surtout, ça met en rogne parce qu'il faut quand même que vous mettiez dans la peau d'un correcteur qui a entre 50 et 350 autres copies que la vôtre à corriger. Ça n'est pas possible parce que une copie qui en fait 4, eh ben, très clairement, moi, je mets 1 heure à la corriger. Donc, c'est pas possible. Je peux pas passer 350 heures à corriger 350 copies. De fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vous donne les choses en plan dans le mille. Clairement, le correcteur ne va pas lire toute votre copie parce que matériellement, il n'aura pas le temps d'y consacrer 1 heure. Donc, vous devez impérativement rendre des copies qui sont courtes, propres, dans lequel, évidemment, il y a un plan apparent qui peut être bateau, classique, tout ce que vous voulez, mais qui, en tout cas, sont des copies qui respectent le jeu, c'est-à-dire dans lesquelles on a demandé finalement à l'étudiant de retranscrire ses connaissances et, parce que souvent c'est pas ce que vous faites, et de retranscrire également un raisonnement juridique. Et là, j'arrive encore à une autre astuce. Je vois trop d'étudiants retranscrire littéralement en dissertation leurs connaissances, tel un catalogue qui ressemble ni plus ni moins à un cours de droit. De fait, il ne faut pas se leurrer, ce genre de copie ne vaut pas plus que 10, 11. Alors vous allez me dire, c'est déjà très très bien parce que j'ai la moyenne, donc je valide cette matière. Mais ça n'est pas suffisant. Et avec un site comme Lord of Law, je vous le dis moi très clairement, j'ai pas la prétention non plus de faire valider tout le monde, hein, parce qu'il y en a certains qui évidemment ne respecteront pas forcément les astuces que je vous donne ou qui auront plus de difficultés que d'autres, mais en tout état de cause, moi ce que je veux impérativement réussir à faire, c'est que vous validiez facilement et que vous validiez avec une mention. Donc, ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. De fait, il faut que vous participiez aux autres webinaires qu'on organise. Je le disais au tout début du webinaire. Vendredi, par exemple, on organise une autre session consacrée aux bases du droit constitutionnel. Ça a lieu à 15 heures. N'hésitez pas, si vous êtes abonné à la plateforme, à venir participer à cela. Et également, parce que ça m'a été dit ce matin, et j'ai trouvé ça très, très juste, mardi, alors je ne sais pas si ce sera le matin ou l'après-midi, mais en tout cas mardi prochain, donc le 30, eh bien on organise également un autre webinaire sur la méthode de la fiche d'arrêt, tout simplement parce que je me suis rendu compte que vous passiez à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure à rédiger une fiche d'arrêt et que j'ai une méthode très simple qui vous permettra de gagner la moitié de ce temps. Une fiche d'arrêt peut être rédigée facilement entre 15 à 25 minutes. Donc vraiment, mardi, ne loupez pas ce rendez-vous, ça va être très intéressant. On va prendre ensemble un arrêt qu'on va décortiquer et je vais vous montrer, on le fera 1 ou 2 fois, eh bien, véritablement, je vais vous montrer la méthode pour aller à l'essentiel. On fera ça avec un arrêt de la Cour de cassation et puis on refera ça également avec un arrêt du Conseil d'État pour que on aille à l'essentiel bien plus vite et que vous arrêtiez de passer 1 heure, 1 heure et demie à rédiger des fiches d'arrêt. C'est pas possible, ça prend beaucoup trop de temps. D'accord? Natalia, je n'ai pas compris le message.
que tu viens de m'envoyer, est-ce que tu pourrais le réécrire? Jenny qui me dit « Je ne vais pas manquer tout ça ». Super, bah écoutez, vraiment, c'est vraiment absolument indispensable à mon sens. Ça fait partie des grandes astuces et des grandes méthodes qu'il faut qu'on mette en place. La fiche d'arrêt, c'est absolument indispensable. Oui, Natalia, alors c'est possible de revoir la vidéo plus tard si on ne peut pas regarder en direct. Je suis dans le train, c'est notamment la raison pour laquelle j'en ai refait une cet après-midi, puisque normalement il y avait un séminaire seulement ce matin à 11 h, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu y assister, donc j'en ai refait un cet après-midi, que je suis tout simplement en train d'enregistrer pour que tu puisses notamment y avoir accès de nouveau, mais cette fois-ci en version enregistrée. Simplement, tu ne pourras pas poser tes questions en live puisque ce sera une version enregistrée qui sera disponible sur le site sans aucune difficulté. N'hésite pas sur le site internet de Learn2Flow à m'envoyer un message si tu veux le lien de cette vidéo. Voilà. Alors vraiment, si on reprend là déjà tout ce qu'on a dit ensemble depuis cette grosse demi-heure, il y a premier truc, un truc à mettre en place qui est fondamental, c'est vos notes, votre prise de notes en cours magistral. Arrêtez de tout prendre en note. Listez les points essentiels, le plan, les grands articles. Donc, par exemple, si votre enseignant vous répète ou vous dicte tout simplement l'article 2 du Code civil, ne notez pas, notez article 2, mais ne notez pas les dispositions. Vous avez Légifrance à votre disposition, qui est un site gratuit sur lequel vous allez retrouver toutes ces dispositions législatives. Donc, vraiment, c'est un gain de temps incroyable. Écoutez, enregistrez pour ensuite vous repasser cet enregistrement à des moments qui sont plus judicieux qu'en cours. Ensuite, en TD, donc vraiment, montrez de l'intérêt à votre chargé TD, faites-vous connaître, paraissez hyper consciencieux en TD, posez des questions à votre chargé TD, c'est vraiment, vraiment fondamental. Soyez assidus, allez-y, à chaque semaine, c'est vraiment très, très important. Alors, Rachel me pose une question très juste. Et si le prof refuse qu'on l'enregistre? Alors, Rachel, objectivement, et pourtant ça fait 7 ans que j'enseigne, ça fait de nombreuses, des centaines de fois que personnellement, j'autorise évidemment mes étudiants à m'enregistrer puisque je vous donne cette astuce. C'est très rare que des enseignants refusent qu'on les enregistre. Si tel est le cas, la seule possibilité qui va s'offrir à toi, c'est dans ce cas-là tout simplement de faire ce que je t'ai dit, c'est-à-dire de prendre en note les choses essentielles, pas tout. Et dans ce cas-là, demander à un de tes camarades qui lui a tout pris en note, eh bien s'il peut tout simplement te filer son cours pour vérifier si tu n'as rien manqué et si tu as tout compris. Mais normalement, il n'y aura pas de difficulté. Tu verras, je pense que le prof acceptera qu'on l'enregistre sans aucun problème. Ensuite, on va passer à une autre question qui m'intéresse spécialement, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on retient les choses, comment est-ce qu'on apprend facilement. Alors, là aussi, je vais m'arrêter quelques minutes parce que vous êtes trop nombreux à passer des heures entières à lire et relire votre cours, votre TD, sans véritablement en tirer l'essentiel, c'est-à-dire la substantielle moelle, vraiment les principes que vous devez connaître par cœur. Le droit n'est pas une matière qu'on doit apprendre par cœur, mais une matière qu'on doit comprendre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une discipline qui est vivante. Et de fait, la règle que votre enseignant va vous inculter à un instant T est amenée à être modifiée. Par exemple, en 2012, lorsqu'on apprenait aux étudiants en droit que le mariage ne pouvait être passé qu'entre un homme et une femme, eh bien, en réalité, c'est une disposition qui s'est avérée être rapidement obsolète, puisque dès l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, en réalité, cette disposition a été modifiée. Donc, tout ça pour vous montrer quoi? Que parce que le droit évolue, le droit n'a pas à être appris par cœur. Alors, évidemment, les bases fondamentales qui vous seront notamment avec moi retransmises dans d'autres webinaires sont absolument indispensables à connaître. Mais il y a des détails que vous n'avez pas à connaître par cœur. Lorsque, par exemple, vous allez en contrôle terminal avec votre code civil, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur l'ensemble des jurisprudences que vous avez dans votre cours parce que quasiment les 3/4 de ces jurisprudences se retrouvent dans votre code civil. Donc, c'est un gain de temps extraordinaire. Ensuite, concernant l'appréhension en tant que telle, l'apprentissage en tant que tel, des choses fondamentales, comment est-ce que vous allez faire à présent? Alors, il faut véritablement que vous vous connaissiez.
Là encore, j'ai une petite question à vous poser. Ça dépend un petit peu de votre mémoire. Donc, concrètement, et de votre cerveau également. Concrètement, on a tous des capacités différentes, mais si vous êtes là, je ne veux pas vous entendre dire que vous n'allez pas y arriver. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes capable de le faire. D'accord? Donc, si vous en êtes là, simplement, il va falloir qu'on mette en place 2-3 petites choses pour que l'apprentissage soit plus simple. Quelles sont ces petites méthodes de travail? Eh bien, ça dépend de vous. Concrètement, est-ce que vous semblez avoir une mémoire plutôt visuelle, c'est-à-dire que vous avez besoin de voir, de lire, ou plutôt auditive, c'est-à-dire que vous avez besoin d'entendre le professeur ou de vous entendre vous-même pour pouvoir retenir des informations? J'attends vos réponses avant de continuer. Rachel me dit plutôt auditive. D'accord, merci Rachel. Alors, je vais commencer pour... Et Natalia, à l'inverse, me dit visuel, tandis que Jenny me dit j'enregistre mon cours sur un dictaphone et j'écoute, je réécoute parce qu'à force de lire, je sature. Jenny, c'est une super méthode. Tu as vraiment raison de faire ça. Simplement, il y a des choses à respecter. Il faut quand même savoir qu'un cerveau n'est pas fait pour bosser 15 heures par jour, ni d'ailleurs 45 heures par semaine, 60 heures a fortiori non plus. Et de fait, pour gagner du temps, il y a quand même des choses qui sont très simples à mettre en place. Alors, pour ceux qui ont une mémoire auditive, vous avez donc enregistré votre cours ou votre TD sur un dictaphone. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également tout simplement vous enregistrer vous-même, c'est-à-dire vous enregistrer avec des informations qui vous paraissent être essentielles. Donc, par exemple, vous allez vous enregistrer pendant 10 minutes à lire votre cours de droit civil relative à la partie sur l'application de la loi dans le temps. En 10-15 minutes, vous vous enregistrez. Il faut vous repasser cet enregistrement à des moments de la journée qui sont propices à l'apprentissage. C'est vraiment important parce que si vous n'êtes pas concentré, en réalité, réécouter cet enregistrement, c'est à peu près équivalent à regarder la télévision. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, vous perdez du temps. Encore une fois, je vois trop d'étudiants travailler à des moments qui ne sont pas propices à l'apprentissage. Quels sont les moments propices à l'apprentissage? Alors, il faut que votre cerveau soit reposé. Ça veut dire que essayez de vous réécouter à des moments où vous êtes déjà fatigué, ça n'a aucun intérêt. Allez regarder la télé, allez lire un bon livre, allez au ciné, sortez boire un coup avec vos copains, vos potes, voyez vos enfants, que sais-je, faites des choses qui vous font plaisir à ce moment-là, mais ça n'a aucun intérêt de bosser à des moments où votre cerveau est fatigué et où vous vous sentez fatigué psychologiquement, intellectuellement. Quels sont les meilleurs moments pour vous repasser des enregistrements, vous réécouter? Il y en a essentiellement 3. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Je commencerai d'abord par, personnellement, le meilleur moment pour mon cerveau, mais ça, ensuite, il faudra que vous essayiez pour voir si ça marche aussi pour vous. Moi, le meilleur moment pour mon cerveau, eh bien, c'est le soir avant de me coucher. Donc, pendant toutes mes années étudiantes, j'ai quasiment tout le temps, allez, on va dire 4-5 fois par semaine, passé 20 minutes le soir à me réécouter ou réécouter l'enseignement que j'avais pris en dictaphone à un moment très précis qui est celui du moment du coucher. Au moment du coucher, après avoir regardé votre film, juste avant de vous endormir, il faut que vous écoutiez pendant 15-20 minutes un enregistrement. Ça peut même être 10 minutes, peu m'importe. Mais en tout cas, c'est une plage horaire pendant laquelle vous ne devez pas être dérangé et pendant laquelle vous devez véritablement concentrer votre cerveau sur cela. D'accord ? Si vous êtes fatigué, vous vous y consacrez 5 à 10 minutes. C'est tout. L'objectif, c'est de voir que dès que vous décrochez, vous arrêtez. Ça n'a plus d'intérêt. Dès que vous décrochez, votre cerveau commence à penser à autre chose. Ça veut dire d'ores et déjà que c'est fini, qu'il vaut mieux que vous alliez dormir ou regarder ou lire un livre ou écouter la télé, regarder la télé, peu importe, mais vraiment faites autre chose. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que scientifiquement, il a été prouvé que de faire des choses avant de s'endormir comme ça, intellectuellement, allait permettre au cerveau pendant la nuit, d'apprendre véritablement. Quand il se recharge, et bien tout simplement, il va pouvoir inculquer intrinsèquement, reprendre intrinsèquement au sein de vos neurones ces informations. Il va se passer une chose miraculeuse, c'est que le lendemain matin, au réveil,
vous allez voir que vous allez vous souvenir des informations que vous avez écoutées la veille au soir, beaucoup plus facilement que si vous l'aviez écouté à un moment où vous n'étiez pas véritablement consacré à cela à 100%. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Si vous commencez à en rêver ou à en cauchemarder, ne vous inquiétez pas, c'est un très très bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc vraiment, pas de panique, ça veut dire que c'est plutôt hyper positif. Ensuite, il y a un autre moment qui est propice à cela, c'est à l'inverse, le matin au réveil. Le matin au réveil, après avoir bu votre café, quand vous êtes bien réveillé, vous savez que vous pouvez consacrer du temps à cela. Pendant 10-15 minutes, vous faites cela. Et enfin, il y a un troisième moment qui est propice, c'est lorsque vous n'avez que ça à faire, c'est-à-dire dans des moments qui sont des pertes de temps incompressibles. Quels sont ces moments? Il y en a essentiellement un, et on sera, je pense, tous d'accord, c'est pendant les transports en commun. Donc, dans les transports en commun, essayez de réécouter vos enregistrements. Ça peut être dans votre voiture, mais ça peut être également dans les transports en commun. Si vous avez une voiture, vous connectez votre téléphone et vous réécoutez à ce moment-là. Vous allez voir que votre cerveau, au lieu d'écouter de la musique, vous réécoutez, sera véritablement très concentré. Donc vraiment, essayez de faire ça. Donc ça, c'est si vous avez une mémoire auditive. Si vous avez plutôt une mémoire dite visuelle, ça ne sert pas à grand-chose de vous réécouter. Encore une fois, ça va être une perte de temps. Mais, Natalia, essaye quand même la méthode que je viens de te donner avant de te dire j'ai une mémoire visuelle, parce que parfois, on se plante, on pense qu'on a une mémoire visuelle, puis au final, on a plutôt une mémoire auditive. Si vous avez une mémoire visuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement que vous écriviez des informations, mais attention, que vous ne perdiez pas du temps à faire des notes de synthèse. Ça n'est pas votre rôle. Et par ailleurs, le site Lord of Flow vous met à disposition des fiches de synthèse qui sont faites par des enseignants en droit, donc qui ne peuvent pas être mieux faites par vous, d'accord? Ça prend trop de temps de rédiger une fiche de synthèse, et objectivement, c'est pas en faisant la fiche de synthèse qu'on apprend. En faisant la fiche de synthèse, généralement, on comprend, mais on n'apprend pas. Et c'est vraiment dommage de passer du temps à cela. Donc, essayez plutôt d'aller utiliser nos fiches de synthèse. Si la fiche de synthèse que vous souhaitez n'est pas en ligne, ça peut arriver puisqu'on n'a pas pensé forcément à tout, vous m'envoyez un petit message, je vous rédigerai avec plaisir une fiche de synthèse, la fiche de synthèse qu'il vous manque, d'accord? Mais évitez de passer du temps à cela. Encore une fois, vous perdez du temps, c'est vraiment, vraiment dommage. Alors que, je sais, vous avez la sensation de bosser. C'est-à-dire que lorsqu'on termine une fiche de synthèse, on est fatigué, on a travaillé, je le sais ça. Mais c'est une perte de temps, c'est vraiment dommage. Prenez en note vraiment des choses importantes, type un plan de cours, mais ne faites pas des fiches de synthèse tout seul. Vous allez perdre du temps et en plus, potentiellement, vous allez passer à côté de choses importantes que vous n'allez pas mettre dans votre fiche de synthèse alors que c'est l'essentiel. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Pour ceux qui ont une mémoire visuelle, il faut tout simplement que vous imprimiez. Il y a deux techniques. Soit vous décidez d'imprimer nos fiches de synthèse sur le site Lord of Flow, soit, si vous n'êtes pas abonné à Lord of Flow, ça peut arriver, et bien tout simplement, vous allez mettre en place ce qu'on appelle la méthode des post-it. Donc, vous allez prendre des post-it sur lesquels vous allez noter les informations essentielles. Par exemple, l'article 2 du Code civil, et vous mettez en dessous la disposition. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc ça, c'est un exemple, mais ça peut marcher aussi pour des jurisprudences importantes. Imaginons, vous devez apprendre un arrêt que vous n'arrivez pas à retenir, l'arrêt Rubin-Servance du Conseil d'État du 2 mars 1962. Eh bien, vous notez Conseil d'État, Assemblée 2 mars 62, là je parle pour toi Rachel, et ensuite en dessous, eh bien, tu marques tout simplement la portée en 2-3 lignes. Ces post-it, vous devez, pour que ce soit efficace, les coller aux endroits dans lesquels vous passez souvent. Quels sont ces endroits? Eh bien, généralement, c'est plutôt dans votre appartement, chez vous, que vous passez le plus de temps. De fait, vous allez devoir coller ces post-it là où vous passez le plus souvent chez vous. Ça peut être sur votre frigo, ça peut être dans vos toilettes, ça peut être devant votre miroir, sur votre miroir, près de votre brosse à dents, dans votre frigo, sur votre bouteille de coca, sur votre télé, sur le livre que vous êtes en train de lire. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à mettre des post-it à plusieurs endroits. Par contre, sur cette méthode-là, il y a une règle à respecter, comme tout à l'heure pour la méthode audiovisuelle, c'est qu'il ne faut pas que vous mettiez plus d'un post-it par endroit. C'est-à-dire que l'objectif
n'est pas d'avoir 25 post-it sur votre frigo. Là encore, ça va être contre-productif, ça n'a pas d'intérêt, pas de sens. Un post-it par objet, un post-it par endroit. L'objectif, c'est de passer devant 3-4 fois dans la journée. Toute la journée, dès que vous passez devant, vous nécessairement vous posez la question de savoir si vous avez acquis cette connaissance. Si la réponse est non, vous laissez le post-it en place. Si la réponse est oui, eh bien vous changez de post-it et vous en mettez tout simplement un nouveau. Ça marche avec nos fiches de synthèse. Vous pouvez imprimer les fiches de synthèse Wordflow et vous en coller une par endroit où vous passez. Mais une seule et une unique. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien encore une fois, il va se passer un truc magique. C'est que lorsque vous allez être en contrôle terminal, lorsque vous allez être en train de rédiger une dissertation, un commentaire ou un cas pratique, votre cerveau, et ça c'est un outil, encore une fois, scientifiquement prouvé, c'est un moyen mémotechnique qui marche très très bien, votre cerveau ne va pas penser à l'information. Votre cerveau va penser tout de suite à l'objet. Vous allez lire votre cas pratique, lire votre dissertation, lire votre commentaire d'arrêt, vous rendre compte que c'est en lien avec une information qui était notée sur votre frigo, et d'office, vous n'allez pas passer par la case trou noir, feuille blanche, puisque d'office, votre cerveau va faire le lien frigo égale article 2 ou frigo égale ruban de Servance, et tout de suite, vous donnez l'information qui était la portée de ce qui était noté sur votre fiche de synthèse ou sur votre post-it. Ça, c'est vraiment un outil que moi-même j'ai utilisé pendant de très 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 nombreuses années et qui fonctionne véritablement très très bien, que je vous conseille sincèrement de mettre en place. Est-ce que, avant de terminer, vous trouvez que là, les astuces que je vous ai données sont faciles à mettre en place, vous paraissent être utiles et puis surtout, est-ce que vous allez essayer vous-même de les mettre en place à l'avenir? J'attends vos réponses avant de poursuivre. Alors, j'attends vos réponses. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce que vous allez essayer de le mettre en place? Jenny qui me dit surtout les post-it. Donc vraiment, Jenny, ne te plante pas. Un seul post-it par objet. On change de post-it quand on a acquis l'information. Quand on commence à en rêver, c'est très très bon signe. Mais ne mets pas 3 post-it sur un même endroit. Ne mets pas 3 post-it sur ton frigo parce que vraiment, sinon ça va être contre-productif. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Il y a encore énormément de choses que je dois mettre en place, que je souhaite mettre en place avec vous, notamment sur l'apprentissage et sur l'entraînement, parce que à mon sens, au-delà de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il y a une chose très très importante, c'est de s'entraîner à faire des dissertations, s'entraîner à faire des commentaires d'arrêt, s'entraîner à faire des cas pratiques. Mais il faut impérativement que je vérifie avec vous que vous avez la bonne méthode, la bonne démarche et que vous posez les bonnes questions. Parce que je vois trop d'étudiants qui ne se posent pas les bonnes questions lorsqu'ils sont face à une dissert ou un commentaire d'arrêt. Résultat des courses, ça devient du catalogue et puis il n'y a pas d'esprit juridique, il n'y a pas de raisonnement juridique véritablement qui est mis en place. Donc ça, je vais le mettre en place avec vous très très vite dans les jours qui arrivent. Je vous dis dès mardi. Retenez cette date importante sur la méthodologie de la fiche d'arrêt qui va être beaucoup plus rapide ensuite à faire. Et également en fin de semaine prochaine, je pense faire un séminaire, donc à mon avis vendredi, pas de cette semaine mais de la semaine prochaine, relative donc également à la méthode de la dissertation ou du commentaire. N'hésitez pas à aller sur le site dans l'outil, dans l'onglet astuces et blogs, vous allez retrouver des méthodos, notamment pour la dissertation, avec la méthode des couleurs, qui est vraiment une méthode hyper simple à mettre en place et qui marche à tous les coups, que moi-même j'ai utilisé, que je conseille à mes étudiants et à mes abonnés. Donc vraiment, il faut impérativement qu'on mette en place ces méthodes de travail. N'hésitez pas également à aller vous entraîner, j'espère que vous le faites, dans l'onglet entraînement juridique, exercice juridique, parce que là encore, vous allez retrouver des exercices en fait qui sont corrigés par des enseignants, mais surtout qui peuvent tomber pour vos partiels. C'est arrivé à Lyon, c'est arrivé dans d'autres facultés, à Lille également. On a eu finalement quelque part la chance de permettre à nos abonnés de valider facilement certains galops, d'avoir de très bonnes notes, tout simplement parce que les corrections se trouvaient en ligne et qu'ils avaient fait ces exercices en ligne
Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est pas parce que ce sont des exercices qui sont en ligne qui ne tomberont pas ensuite en partiel. Bien au contraire, puisqu'en fait, on a choisi avec toute l'équipe des exercices qui sont les plus classiques et qui tombent très souvent. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous entraîner. Ça va être une des clés essentielles, à mon avis, pour votre réussite. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur le site, je reste à votre entière disposition. Mon rôle, c'est vraiment de vous aider. On va vraiment réussir à faire ensemble de belles choses et à valider votre année de droit et à passer pour certains en L2, pour d'autres en Master 2. Vraiment, je compte sur vous. N'hésitez pas à me contacter également si vous rencontrez le moindre souci. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et puis je le dis aussi et surtout, on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de pubs pour faire connaître notre site, donc n'hésitez pas autour de vous, si vous trouvez qu'on vous est utile, à parler de notre site internet. Vraiment, ça nous aidera énormément. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous libère, avant que je vous laisse? Est-ce que ça vous a été utile? Et est-ce que vous souhaitez également d'autres webinaires? Est-ce que la forme du webinaire vous convient? Parfois, je partage mon écran, vous verrez dans d'autres sessions. Parfois, je partage mon écran quand on est notamment sur une séance de méthodo pour mettre en place, pour rédiger des dissertations, pour que vous voyez comment je fais. Là, c'était vraiment pas un partage d'écran, mais du live, une webcam, hein, tout simplement. Donc, j'espère vous avoir été utile. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera vraiment avec un très, très grand plaisir. Voilà, à très bientôt. N'hésitez pas à vous connecter sur le site. Au revoir.